1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, merci d'être là. Rebonjour à ceux que j'ai vus ce matin. Cet après-midi, je vais essayer de vous parler d'un projet qui n'est pas le mien, c'est plus étudier comment ça pourrait se faire, qui est de construire un Facebook décentralisé. Et je vais essayer de me concentrer sur une approche qui est celle de Scuttlebutt, un réseau en particulier. On va voir ce qu'il a de spécial. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Cailly, je suis développeur à Zenica. Et comme je l'ai dit ce matin, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. C'est un domaine sur lequel je m'intéresse depuis pas mal de temps. Et mon but, là, ça va être juste d'essayer de vous retranscrire le plus clairement possible ce que j'ai découvert en creusant ce domaine. Donc on va commencer par le pourquoi. Pourquoi on construirait un Facebook décentralisé ? La raison que je vois, c'est qu'aujourd'hui, des plateformes comme Facebook, elles ont un tel pouvoir qu'on peut les utiliser pour influencer, par exemple, les élections américaines avec le scandale Cambridge Analytica. Et donc, il y a cette centralisation qui apporte un vrai problème aujourd'hui. Et ça, c'est pas étonnant parce que Facebook, en termes d'utilisateurs actifs, on est à plus de 2 milliards et c'est plein de fois les États-Unis. Donc il y a moyen, avec ce pouvoir, de faire des choses énormes. Donc, construire un Facebook décentralisé. Scuttlebutt, comment ça marche pour l'essentiel ? Je vais essayer de faire une comparaison plateforme centralisée type Facebook et puis Scuttlebutt de l'autre. Donc pour l'essentiel d'un réseau social, c'est s'échanger des messages. Donc pour écrire un message côté Facebook, on va se connecter, on va écrire notre message et ce message-là, il va être stocké sur le serveur de Facebook. Côté Scuttlebutt, le message, on va l'écrire chez nous et il va être stocké chez nous. Pour lire le message, d'un côté, on va se connecter à la plateforme, on le récupère. Côté Scuttlebutt, on va se connecter à la personne qui a le message chez elle et on va en faire une copie chez nous. Et on va tout stocker chez nous. Si on veut ajouter des likes, des commentaires, des choses comme ça, ça marche pareil, c'est juste un autre type de message. Et puis là, on se rend compte que si jamais le serveur de chez Facebook il tombe, tout tombe. Donc on va quand même en rajouter un petit deuxième, histoire d'avoir un peu de redondance. Et côté Scuttlebutt, on voit que la redondance, en fait, on l'a déjà. À partir du moment où on a déjà copié les données de l'autre, elles sont au moins stockées 2 fois sur le réseau. Donc finalement, façon poétique de le dire, on peut dire que nos amis sont notre data center. Comment ça marche concrètement ? L'idée, ça va être qu'on se trouve au milieu, nous, et puis autour, il y a nos relations de niveau 1, nos amis, niveau 2, amis d'amis, etc. Le logiciel, il va récupérer en local les messages des relations de niveau 1 à 3. Amis, amis d'amis, amis d'amis d'amis. Et puis dans l'interface, il va afficher que les amis et les amis d'amis, parce qu'on reste dans la sphère plus ou moins privée. Et puis au-delà, on n'en sait rien. On n'en sait rien à tel point qu'aujourd'hui, dans Scuttlebutt, il pourrait y avoir 1 milliard d'utilisateurs. Si ce milliard d'utilisateurs il n'a pas une connaissance en commun avec moi, je peux très bien ne jamais en entendre parler. Comment on fait pour rencontrer des amis ? On va au pub. Le pub, c'est un utilisateur comme un autre du réseau. Il va quand même avoir des petites spécificités. La première, c'est que ça ne va pas être un humain, ça va être automatisé, ça va être une machine. Et la deuxième, c'est qu'il va avoir un comportement bien défini à l'avance, c'est qu'il va être ami avec tous ceux qui veulent être amis avec lui. Donc en fait, il va copier les données de tous ceux qui veulent être amis avec lui. Finalement, c'est un peu comme si des gens fréquentaient un pub et quand ils se retrouvaient, s'échangeaient toutes les données entre eux, d'où l'analogie avec le pub. Côté Facebook, en fait, les pubs, c'est les serveurs, c'est la même chose.
Mais la grosse différence dans Scuttlebutt, c'est que le pub, c'est pas un utilisateur qui a des droits privilégiés par rapport à un autre, qui a un fonctionnement spécial. Finalement, un utilisateur pourrait très bien agir comme un pub en étant tout simplement ami avec tous ceux qui le demandent en ami. Donc on peut se passer des pubs dans Scuttlebutt. Si on se passe des pubs dans Facebook, il n'y a plus de Facebook. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale, c'est qu'on a d'un côté une plateforme centralisée, avec un nœud central, s'il tombe, tout tombe. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose de distribué, où chaque nœud a des droits égaux dans le réseau, et à partir du moment où vous avez deux nœuds entre eux, vous avez déjà un réseau. Et puis au milieu, vous avez un entre-deux, les réseaux que j'appelle fédérés, qui sont par exemple Mastodon, où on a quand même des points centraux, c'est-à-dire que si on enlève tous les points centraux, il n'y a plus de Mastodon. Si on enlève tous les serveurs de Mastodon, il n'y en a plus. Mais par contre, s'il y en a qu'un qui tombe, on ne perd pas toutes les données. Et on pourrait s'imaginer que Scuttlebutt, finalement, avec le système de pubs, c'est un réseau fédéré. Mais encore une fois, je le répète, si les pubs tombent, on peut toujours faire marcher le réseau. Contrairement à Mastodon, on peut commencer à s'échanger des données en local, dans des LAN et par d'autres moyens qu'on verra par la suite. On va parler sécurité parce que c'est un sujet un peu à la mode en ce moment. Dans notre Facebook décentralisé, moi j'aimerais bien que personne ne puisse déformer mes propos. Là c'est un exemple rigolo, c'est l'évolution de l'emoji sur Android au fur et à mesure des années. Donc c'est une même saisie mais qui a été retranscrite différemment finalement. Mais ça montre bien un truc, c'est que quand on met un message sur une plateforme, on lui fait confiance pour le retranscrire tel quel et de ne pas le déformer. Alors que côté Scuttlebutt, on va utiliser un truc tout simple, le hachage. Le hachage, c'est un identifiant qui va forcément être différent si la donnée a changé. Et du coup, comme on va désigner nos messages par le hash, si on reçoit un contenu et qu'on calcule son hash et que ça ne correspond pas au hash qu'on a demandé, on sait tout de suite que la donnée elle a été modifiée. Donc il n'y a plus de confiance à accorder. Donc les messages dans Scuttlebutt, c'est % et le hash derrière. J'aimerais bien aussi que personne ne puisse usurper mon identité. Si je m'amuse à mettre une de mes adresses email dans Have I Been Pwned, je vois qu'il y a au moins 6 plateformes, il y en a plus en vrai, où il y a des données privées qui ont fuité par rapport à cette adresse email-là. Et comme il y a LinkedIn et Dropbox, je suis sûr que mon mot de passe de l'époque est en clair quelque part. Ce problème, c'est du coup, on donne encore notre confiance à la plateforme pour mettre en place toutes les mesures de sécurité pour protéger notre mot de passe, etc. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, là, dans le début d'année, il y a eu une grosse collection 1, ça s'appelle, de 800 millions de mémoire de comptes, de données liées à 800 millions de comptes qui est sortie. Et il y a une semaine, il y a encore 300 millions qui sont sortis. Enfin, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, donc c'est vraiment pas anodin. Dans Scuttlebutt, la sécurité, on va la rapatrier en local aussi. Donc on va utiliser, comme dans le Bitcoin, on a un mécanisme à base de clés privées et clés publiques. Du coup, ça va être de la cryptographie asymétrique classique, que vous connaissez probablement, qui va nous permettre de chiffrer les messages, donc de s'assurer que personne d'autre ne lit les messages. Mais du coup, pour le problème d'usurpation d'identité, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre clé publique et on va dire, c'est ça notre identifiant. Notre personne, donc moi, sur le réseau, je m'appelle @up7, etc. Ce qui fait que si quelqu'un veut se faire passer pour nous, il aura la clé publique, il va potentiellement recevoir les messages, mais s'il n'a pas la clé privée derrière, il ne pourra pas les déchiffrer. J'aimerais que mes messages privés restent privés. Et ça, malgré le fait qu'il y ait une plateforme qui les héberge ou qui les voit passer. Et on sait, ou on a vraiment de très très gros doutes sur le fait que les plateformes, elles ne jouent pas forcément le jeu et elles analysent pas mal de choses. Du coup, on sait aussi que ça a été fait à grande échelle avec la NSA. Donc si ça a été fait, ça sera probablement fait dans le futur aussi. Donc là encore, on donne notre confiance aux plateformes pour fermer les yeux et pas faire n'importe quoi avec ce qu'elles voient passer. Côté Scuttlebutt, avec le chiffrement asymétrique, on a déjà une certaine sécurité du fait qu'un intermédiaire ne peut pas
ne peut pas lire nos messages. J'aimerais aussi éviter les oreilles indiscrètes. Donc là, j'aimerais éviter que les gens, qu'il y ait personne qui puisse écouter la communication entre moi et la plateforme ou moi et quelqu'un d'autre, et puis qui puisse à un moment réussir à casser le chiffrement et à lire le message. Donc ça, je ne peux pas l'éviter, ça arrivera forcément un jour. Mais ce que je voudrais éviter, c'est que s'il a réussi à casser un message, il puisse lire les messages d'avant et puis les messages d'après. Et ça pose un problème si on utilise toujours la même clé pour chiffrer les messages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des clés éphémères. On va utiliser des clés différentes au fur et à mesure des échanges qu'on va faire. Donc s'il y en a une qui est cassée, les messages d'avant ne sont pas mis en cause. Donc ça, on va appeler ça la forward secrecy. Et puis un autre truc, j'aimerais bien arriver à échanger des secrets avec quelqu'un d'autre sans que quelqu'un qui écoute puisse deviner ce secret-là. Et là, on tombe dans un mécanisme qui est hyper classique, Diffie-Hellman, qui peut être expliqué facilement avec des couleurs. Par exemple, si je veux échanger un secret avec Bob, on se met d'accord sur une couleur commune. Celle-là, elle n'est pas secrète, ce sera le jaune. On la mélange avec une couleur secrète qu'on a chacun de notre côté. Donc moi, le rouge, lui, le bleu-vert. On la mélange, donc on échange ces mélanges. Donc là, tout le monde voit passer les mélanges, mais les mélanges sont construits de sorte qu'il est très difficile de revenir aux couleurs de base. C'est là que repose la robustesse du truc. Et puis une fois qu'on a reçu les mélanges de l'autre, on le remélange à notre couleur privée. Et là, normalement, on a tous les deux un mélange de jaune, de rouge et de vert. Et donc, on a un secret partagé sans que jamais il ait transité en clair sur le réseau. Ça, le Diffie-Hellman à base de clés éphémères, vous l'utilisez probablement déjà, Facebook l'utilise déjà. En fait, c'est probablement ce qui est utilisé quand vous vous connectez en HTTPS à un site. Le problème avec ça, c'est qu'on a une notion de certificat. Parce que quand vous vous connectez à un site, vous ne vous connectez pas à un jeu de clés, vous vous connectez à une adresse. Et du coup, il faut bien que quelqu'un dise « cette adresse-là, ça correspond à ce jeu de clés-là ». Et donc là, le fait d'assurer la correspondance, on va le déléguer à une autorité de certification qui va émettre un certificat qui va dire « c'est bon, c'est tamponné ». Donc la confiance, on ne la donne plus à la plateforme, on la donne à l'autorité de certification. Et vous vous en doutez probablement, les autorités de certification, elles ne sont pas infaillibles. En 2015, Symantec, l'éditeur de Norton Antivirus, avait une autorité de certification qui était parmi les top 3 dans le monde. Et depuis, ils l'ont revendu à DigiCert. Et il y a pas mal de certificats à leur nom qui est pointé du doigt par Google et Mozilla parce qu'ils n'ont pas forcément appliqué les meilleures pratiques pour assurer qu'on pouvait avoir confiance dans ces certificats-là. Donc voilà. Côté Scuttlebutt, eh bien en fait, il n'y a pas besoin de faire cette association-là. On va utiliser la même chose, Diffie-Hellman, clé éphémère, etc. Mais cette association-là, on n'a pas besoin de la faire avant de faire des échanges entre deux personnes parce qu'on va directement s'adresser à la clé. On ne va pas s'adresser à un nom qu'il faudra faire correspondre à une clé. On va directement s'adresser à la clé vu que l'identifiant de la personne, c'est la clé publique. Bon, on va faire une pause côté cryptographie et compagnie. On va regarder les autres fonctionnalités. Et là, il y a un truc chouette dans les réseaux sociaux. Souvent, c'est la suggestion de contenu. Il y a un truc aussi chouette, c'est les fake news. Mais pas la petite fake news, pas le gars qui s'est amusé sur Photoshop pour rigoler. Non, non. Je parle de la fake news qui fait près d'1 million de vues pendant les campagnes électorales américaines, ou alors la fake news qui dit qu'il y a un réseau pédophile dans une pizzeria et qui a un tel impact qu'à un moment, il y a un gars qui déboule avec un fusil mitrailleur pour en avoir le cœur net. Ce genre de fake news. Il y a aussi la suggestion de contenu, des cas où ça peut être un peu triste. Imaginons, je suis jeune maman, je viens de perdre mon enfant et je suis en train de faire mon deuil. Et en fait, à chaque fois que je me connecte sur Internet, j'ai des pubs pour des vêtements de grossesse, des trucs comme ça.
Donc je dis, bon, bah, je clique sur la petite roue dentée en haut de la pub, je dis, ça ne s'adresse plus à moi. Ah bah ok, donc maintenant on va vous proposer des coussins d'allaitement, des petits pots pour bébé, des choses comme ça. Et ça, on ne peut pas vraiment éviter ça. Enfin, il y a des techniques, bloqueurs de pub, etc. Mais c'est quand même triste d'avoir à se battre contre ça, surtout que s'ils sont capables de savoir qu'on est enceinte, ils sont probablement capables de savoir que le bébé est décédé. Bref, suggestion de contenu, on va mettre ça de côté pour l'instant. Par contre, rien n'empêche un utilisateur du réseau de fouiner un peu, de découvrir des choses et puis de proposer un résumé de ce qu'il a vu régulièrement. Sur Scuttlebot, il y a anciennement Bot Summarizer et maintenant The Weekly qui propose toutes les semaines un petit condensé de ce qu'il a trouvé. La grosse différence, c'est que cette personne-là, je peux la bloquer. Je peux enlever, je peux ne plus jamais voir ses messages si ça commence à me saouler. Autre chose qui dit réseau social dit haters, comportement un peu limite, etc. Bon, alors du coup, il va falloir gérer tout ce qui est comportement inacceptable. Et là, on va avoir un petit problème, c'est qu'il va falloir définir ce qu'est un comportement inacceptable. Il y a des sujets comme l'homosexualité où c'est assez hétérogène, on va de la peine de mort en rouge à mariage autorisé en bleu. On va avoir du mal à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. À votre avis, est-ce qu'il est trop mignon pour être mangé? Il y a des sujets comme ça qui sont un peu compliqués, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est à l'origine du succès de Mastodon. Au Japon, il y a quelque chose qui s'appelle les lolicons, qui, d'un point de vue terme d'usage de Twitter, s'apparente pas mal à la pédopornographie. Mais là-bas, c'est quelque chose qui culturellement est accepté, et du coup, eh ben, le jour où Mastodon est arrivé et permettait de mettre les politiques d'usage spécifiques sur chaque serveur, eh ben, il y a des serveurs qui sont montés au Japon et qui autorisaient les lolicons. Et là, il y a eu un gros boom d'utilisateurs et c'est ça qui vraiment a lancé le réseau. Finalement, personne n'a trouvé la morale universelle. Chocolatine, pain au chocolat, je cherche encore. C'est peut-être parce que ça dépend vraiment de l'imprégnation culturelle qu'on a et ça sert peut-être pas à grand-chose de vouloir chercher à tout prix un compromis. On parle beaucoup de liberté d'expression, c'est peut-être un peu pour ça. Mais liberté d'expression, peut-être qu'on peut rajouter quelque chose d'autre. On peut rajouter la liberté d'écouter. Et la liberté d'écouter dans Scuttlebot, ça va se caractériser par le fait de bloquer une personne. Donc ça, on connaît, c'est classique. Mais quand on bloque une personne dans Scuttlebot, du coup, on arrête de lui refiler les messages de nos connaissances. Donc du coup, c'est tout un pan du réseau qui disparaît, tout un pan de son auditoire qui disparaît. Et s'il y a beaucoup de gens qui font ça, bah, du coup, on arrive à peu près à canaliser le truc. On va parler de suppression de messages. Des fois, on fait des fautes de frappe. Quelqu'un a la référence? C'est M. Trump qui, en 2017, a probablement voulu dire, il a voulu dire coverage, apparemment, malgré la couverture de presse constamment négative. Et du coup, c'est bon. Il l'a supprimé dans la journée, donc le tweet a disparu. Donc ça montre bien que c'est très compliqué de supprimer une donnée, sachant qu'elle peut potentiellement sortir de la plateforme. Et ça, par exemple, c'est le site de Zenica d'il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, qui nous dit que le web sera fait de HTML dynamique, de Flash, de XAML. Et c'est pas nous qui avons fait la sauvegarde, c'est archive.org, pour ceux qui connaissent, qui sauvegarde pas mal de sites. Et du coup, voilà, la morale, c'est que, en fait, une donnée est partagée. Dès qu'elle est partagée, en fait, vous n'avez plus le contrôle dessus. Peut-être qu'elle disparaîtra un jour, mais peut-être pas. Et en tout cas, vous pouvez rien y faire. Donc, pas de suppression dans Scuttlebot. Du coup, pas de suppression. Ça nous amène à un point un peu compliqué. Tout ce qui est voté au Parlement européen, RGPD, Copyright Law, etc., le droit à l'oubli, pas de suppression. La loi de copyright, la plateforme doit filtrer le contenu avant qu'il soit uploadé. Mais s'il n'y a pas de plateforme, comment on fait? Je n'ai pas la réponse là-dessus. Je pense que ceux qui ont voté les lois ne l'ont pas non plus.
Et ça reste un gros point d'interrogation aujourd'hui. Le mot de passe oublié, c'est quand même une fonction de base. Quand on a un mot de passe, on l'oublie, on demande à la plateforme de nous en générer un. Comme tout est stocké chez eux, ça ne pose pas de problème. Là, on a dit, on stocke clé privée qui est publique chez nous. On le gère nous-mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve dans le même cas que pour le Bitcoin. Le jour où vous jetez une clé USB qui contient votre clé privée et que vous vous rendez compte quelques mois après qu'elle vaut 80 millions de dollars, cette clé USB, ça vous fait mal. Comment on pourrait faire pour éviter ce cas de figure qui peut arriver à n'importe qui, notamment le créateur du réseau, Dominique Tarr, où son PC a cramé et il y avait une clé dessus, du coup il a été obligé de recréer un profil. Comment on pourrait faire? On pourrait utiliser un truc marrant qui s'appelle le Shamir Secret Sharing. C'est un système cryptographique qui permet de mettre un nombre de cadenas de votre choix sur un coffre qui contient un secret, et puis de générer plein de clés, et de telle sorte à ce qu'il faille au moins, ici, 3 clés différentes pour ouvrir le coffre. Donc ça permet, de passer des clés aux gens à qui vous faites confiance. Et du coup, vous êtes sûr qu'à moins qu'il y ait 3 personnes à qui vous faites confiance décident de plus vous faire un coup dans le dos, ça vous permet d'être sûr que votre secret est en sécurité, il est stocké autre part et que personne ne peut l'utiliser pour ouvrir votre coffre. Donc le jour où votre PC crame, vous avez juste à demander à 3 personnes, parmi ces 6-là, leur bout de clé, et puis vous pouvez retrouver votre clé privée. Ce système-là, si vous voulez le tester, il y a un outil qui s'appelle Thunder qui permet de le tester de manière complètement indépendante. Vous pouvez régler le nombre de clés, le nombre de cadenas. Et puis, il y a des développeurs dans Scuttlebutt qui essayent, avec un projet qui s'appelle Dark Crystal, de l'intégrer directement dans les logiciels, dans l'interface de Scuttlebutt. Ils sont en partie financés par la fondation Ethereum, et c'est pas vraiment un hasard parce que pour la blockchain, ça peut avoir le même usage. Ce point, il arrive tard, mais en fait, c'est presque le plus important, le mode hors ligne. Le mode hors ligne, pour nous, à part quand on prend le train, l'avion, c'est un peu abstrait, sauf que le jour où les serveurs d'OVH tombent, on se rend compte qu'en fait, notre télécommande pour aller de là à nos volets électriques, en fait, l'information, elle faisait pas mal de chemin. Mais en fait, si on regarde à l'échelle mondiale, la connexion, c'est vraiment pas quelque chose qu'atteint les 100%. On est à 45% qui n'ont pas accès à Internet, et puis les 55 autres, ils n'ont pas la fibre. Et du coup, par exemple, le créateur du réseau, Dominique Tarr, lui, il habite sur un bateau. Donc il peut se connecter quand il est à terre, mais sinon il n'a pas trop de connexion. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser en mode hors ligne. Un autre utilisateur qui habite au Brésil, dans une maison, à côté d'un village, du coup il est obligé d'aller au village d'à côté pour récupérer les connexions. Et puis plus récemment, il y a une expérience réelle, un câble Internet qui alimentait l'île de Tonga, et hop, tout ce qui est tourisme, administration, tout ça, plus d'accès au net. Et le même jour, on apprenait qu'au Venezuela, il y avait pas mal de moteurs de recherche et de réseaux sociaux qui étaient bloqués. Donc voilà, on se dit que finalement, en regardant dans son ensemble ce qui peut se passer, le mode hors ligne, ça peut concerner pas mal de gens. Et donc le mode hors ligne avec Facebook, ça ne marche pas. Et vous avez beau être juste à côté l'un de l'autre, ça ne changera rien. Alors que dans Scuttlebutt, vu que vous avez tout chez vous, il suffit de vous brancher sur le même réseau local, et puis vous pouvez déjà commencer à vous échanger les données. Vous pouvez même fonctionner en Bluetooth entre 2 téléphones. Et puis si vraiment vous n'êtes pas l'un à côté de vous, l'un à côté de l'autre, vous pouvez utiliser des clés USB, par exemple, pour véhiculer les données entre les différentes personnes. Donc ça, c'est un truc qui nous paraît complètement abstrait, mais dans certaines zones du monde, c'est assez logique.
Il y a une tribu en Amazonie qui utilise un logiciel Mapeo, qui est une sorte de OpenStreetMap peer-to-peer. Et en fait, chaque village cartographie les alentours avec des drones, des choses comme ça. Ils récupèrent les données. Il y a une voiture qui se balade de temps en temps entre les villages, qui trimballe des clés USB. Et puis comme ça, ils arrivent à construire quelque chose de collaboratif. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui cartographient l'Amazonie, et généralement, ceux qui la cartographient, c'est pour l'exploiter. Et ce n'est pas forcément pour mettre en avant les effets de la déforestation ou des choses comme ça. Donc eux, ils utilisent les technologies pour être un petit peu plus visibles. Là, j'ai parlé de comment ça fonctionnait derrière, mais je n'ai pas encore montré l'interface de Scuttlebutt. Et en fait, il n'y a pas une interface. Ce n'est pas comme dans Facebook, où Facebook, il y a un Facebook, il y a une charte graphique, voilà. Là, il y a plein d'applications dans Scuttlebutt. Scuttlebutt, c'est le réseau, c'est le protocole. Et en fait, les applications, il va y en avoir plein pour s'échanger des messages qui vont avoir chacun leur particularité. Et puis, on va pouvoir faire plein d'autres choses différentes. Donc là, c'est Patchwork, c'est un exemple de présentation d'échange de messages. Ça, c'est PatchB, c'est un autre exemple de présentation. On va pouvoir jouer aux échecs, on va pouvoir organiser des événements, les afficher sous forme de calendrier. On va pouvoir échanger des critiques de livres, on va pouvoir écrire des articles de blog à la Medium. On va pouvoir faire du GitHub, un truc collaboratif à la GitHub. Et là, le projet, c'est un registre NPM distribué pour les développeurs JS. On peut faire un SoundCloud, on peut faire un Slack, on peut faire des applis mobiles. Bon, tout ça, ça existe, c'est à différents niveaux de maturité, mais en tout cas, c'est une preuve qu'on peut faire pas mal de trucs sur ce réseau. Un bilan, déjà un bilan financier. Aujourd'hui, si on voulait refaire un Facebook, ça coûterait très 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 cher. Les investissements de Facebook aujourd'hui, c'est des milliards d'euros, de dollars plutôt. Ce serait un peu présomptueux de ma part de dire que ça coûterait moins cher avec autant d'utilisateurs de refaire un Facebook avec Scuttlebutt. Par contre, ce que je pense pouvoir affirmer, c'est que le coût il serait bien plus distribué. C'est un peu comme si on passait d'un pub géant avec 2 milliards d'utilisateurs qui le fréquentaient à plein de pubs répartis sur la planète avec juste quelques gens qui le fréquentaient. Ça se fait plus facilement, on l'imagine un peu mieux, et puis chaque pub elle a des frais de fonctionnement un peu moins élevés. Le coût énergétique, on peut se poser la question parce que c'est un sujet assez sensible côté blockchain. Aujourd'hui, on est l'équivalent du Portugal, ça fluctue, ça monte, ça descend. Pardon. Dans Scuttlebutt, on ne va pas avoir besoin d'avoir le même consensus qu'on a sur les transactions financières sur une blockchain. On ne va pas avoir le proof of work là, qui dépense beaucoup d'énergie juste pour avoir un consensus sur votre message. Ça, il n'y a pas. Donc du coup, on va de facto être moins gourmand en énergie. Au niveau coût de stockage, pareil, si on compare à la blockchain, là on approche bientôt les 200 gigas pour la totalité des données. Et comme il y a toutes les transactions dedans, ça peut que grossir, ça va grossir. Côté Scuttlebutt, comme j'ai que les données de mes amis, et même si j'ai beaucoup d'amis comme là 7600, ça reste quand même relativement correct. Là il y a 7 gigas en gros au total. Sachant qu'il y a les blobs, tout ce qui est photos, vidéos, etc., qui représentent la grosse majorité et que je peux supprimer si jamais j'ai envie de garder de la place, ça va continuer à marcher. Donc voilà, c'est quand même, on est un peu plus raisonnable dans l'occupation mémoire. La différence du coup par rapport à ça, c'est qu'en fait, à aucun moment, personne n'a toutes les données. Que ce soit une plateforme comme Facebook qui a toutes les données de tous ses utilisateurs, ou alors le fait que toutes les données soient centralisées dans une blockchain. Parce que finalement, on pourrait considérer que ça, c'est un point de centralisation dans la blockchain en elle-même. Ici, personne n'a toutes les données, et du coup, est-ce que c'est pas normal, sachant que pour un réseau social, je ne veux pas connaître toutes les personnes de la Terre?
Est-ce que finalement, c'est pas normal, ce serait pas plus normal d'implémenter un réseau social qui, dans la vraie vie, ressemble à ça, de cette manière, plutôt que de cette manière? Et dans les faits, ça ressemble à ça. Dans les faits, c'est assez brouillon. On voit pas de... Enfin, c'est le bazar, quoi. Il y a des petits points un peu plus gros que les autres. Là, c'est les pubs. Mais on voit que s'ils disparaissent, ils ne font pas tomber la totalité du réseau. Donc voilà, c'est un joyeux bazar. Maintenant, comment on fait pour embarquer? Comment on fait pour rentrer sur le réseau? La première chose, c'est de télécharger le client le plus utilisé, le plus stable. C'est Patchwork. Ensuite, c'est un client lourd, vous le lancez. Vous rentrez votre nom, votre bio, avatar, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis là, la difficulté, ça va être, ce qui n'est pas très intuitif, c'est de trouver un pub. Et la liste des pubs, en fait, actuellement, c'est plutôt une page sur GitHub qu'il faut connaître. Il y a moyen d'améliorer ça, je pense. Donc là, vous allez avoir une liste de pubs publics que vous allez essayer jusqu'à en trouver un qui fonctionne. Et donc sur les pubs, généralement c'est juste un bouton. Est-ce que vous voulez rentrer? Oui. Il y a un code d'invitation que vous copiez. Vous retournez dans Patchwork, vous cliquez sur Join Pub ou Rejoindre le pub, vous collez l'invitation, et là, vous commencez à récupérer les messages des gens qui fréquentent le même pub. J'ai parlé de pubs publics parce qu'il est possible de faire des pubs privés. Il y en a. Et par exemple, si vous voulez faire ça au sein d'une asso, d'une boîte ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien avoir votre pub privé qui n'a aucun lien avec l'extérieur. C'est pour ça que je dis qu'il peut très bien y avoir 1 milliard d'utilisateurs. C'est peu probable, mais il peut très bien y en avoir 1 milliard sans que j'en ai la moindre connaissance. Donc une fois que vous avez récupéré quelques messages, quelques contacts, et ben après, c'est un réseau social classique. Vous cliquez sur un profil, vous pouvez le suivre, regarder ses messages, etc., etc. Lors de la démo, qui marchera mieux que ce matin, normalement. Alors, je vais commencer par lancer Patchwork. OK. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, voilà. Du coup, ça se présente comment? On a les sortes de hashtags sur le côté, des suggestions de qui suivre. Et puis là, on a le fil de messages classique. On peut échanger des photos. Il y a des systèmes de threads, plus ou moins. Enfin, voilà, on peut afficher un message en particulier. On peut aller voir notre profil à nous. Donc voilà, on a bien vu que mon adresse, mon identifiant, c'était la clé publique. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut, du coup, comme l'identifiant est fixé, on peut s'assigner des surnoms. Et on va voir que les gens peuvent nous en assigner aussi. Donc voilà, là, il y a un événement que j'avais créé pour aujourd'hui. Et on peut aller voir le profil du créateur du réseau, Dominique Tard. Donc là, on voit qu'il y a plein de gens qui lui ont attribué plein de noms différents. Celui-là, il se l'est auto-assigné, je ne sais pas si on voit. Et puis, il y en a qui l'appellent Dominix, New Zealander, parce qu'il vit en Nouvelle-Zélande. Et pareil pour les photos, on peut assigner plusieurs trucs. Voilà, voilà. Au passage, petit aparté sur la Nouvelle-Zélande, c'est une communauté assez dynamique dans toutes ces technos-là, et en particulier sur Scuttlebutt, il y a beaucoup de développeurs néo-zélandais qui sont actifs là-bas. Si je vais voir un autre profil, là je vois qu'on partage un ami mutuel. En fait, c'est le même pub. Mais par contre, que cette personne-là, elle est bloquée par 2 de mes amis. On peut avoir une messagerie privée, donc pour s'échanger des messages
sans que tout le monde le voie. Donc comment ça marche? En fait, il suffit d'écrire un message et de se citer dedans, enfin de citer la personne à qui on l'envoie. Donc par exemple, là je m'envoie un message à moi. Bon, au niveau UX, on peut améliorer certains trucs. Hein. Voilà, si on prévisualise, c'est un petit peu plus beau. Voilà, je me suis envoyé un message à moi-même. Je peux envoyer un message à plusieurs personnes. Donc là, un autre profil que j'ai. Hop, tac. Donc ça permet de faire des groupes de discussion. On peut aller jusqu'à 7 pour l'instant. Ils sont en train de voir à lever cette limite. Oui, j'ai deux profils parce qu'on va avoir un couple clé privée que public par device. Donc ça veut dire que mon téléphone, c'est un autre profil que celui de mon PC. Dans les faits, si vous partagez le même pub et si vous êtes amis entre vous deux, vous allez arriver à peu près à retomber sur les mêmes messages que vous voyez passer, mais pas exactement. Et du coup, là, tout ce que je fais, je le fais. Alors, je l'ai pas. Voilà. Bon, je suis pas connecté à Internet là. Tout ça, c'est en local. Tous les messages que j'écris là, c'est en local. Et ce sera resynchronisé la prochaine fois que j'aurai une connexion. Mais du coup, je peux, si je suis dans le train, je peux lire tous les nouveaux messages que j'ai pas encore lus, les répondre, commenter, liker, etc. Et tout ça, après, ce sera synchronisé. Donc le gars qui habite sur son bateau, il peut utiliser le réseau. Ensuite, je vais changer de client pour montrer PatchB, qui est un peu le client bêta, celui un peu bac à sable pour tester des expérimentations. Déjà, il a un système d'onglets. Donc là, on voit les messages qui ne sont pas forcément affichés dans le même ordre, qui ne sont pas affichés de la même manière. Les likes sont là, voilà. On peut afficher des articles de blog dedans. Donc là, par exemple, un article sur Hierarchy is not the problem. Voilà. Donc c'est un post assez conséquent. On peut regarder les critiques de livres. Je suis toujours hors ligne, hein, tout ça. Ça ne va pas récupérer des données autre part que sur mon PC. Donc là, si je regarde les critiques de The Martian, je peux regarder. On peut d'abord regarder les événements. Donc aujourd'hui, il y a un petit bug. Hein. Il est en double, mais il y a 2 événements que j'avais ajoutés. De mémoire, il y en a un. Ici, là, il y a une projection à Grenoble de Nothing to Hide. Si vous connaissez. Ici, je crois qu'il y a un truc à Portland. En mai, il y a un truc à Berlin sur une conférence où il y a beaucoup de gens dans le milieu peer-to-peer qui se réunissent. Bref, il y a une communauté qui est assez éclatée sur la planète. On peut aussi jouer aux échecs. C'était quand même chouette de voir ça. Un peu de temps. Hein? J'ai entendu un hors ligne, mais j'ai pas compris. Du coup, on peut regarder une partie, par exemple, entre 2 personnes, pour étudier un peu comment ils ont joué. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais. On peut rechercher parmi les blobs, tout ce qui est images, vidéos, etc. Comme tout est en local, on peut indexer tout ça et puis par exemple, trouver des trucs de bateau. Voilà. OK. On va regarder un autre client, TicTac, qui est un peu le médium côté Scuttlebot. OK.
Et là, on retrouve des articles de blog. Donc là, il y a The Weekly, donc le résumé qui vient toutes les semaines. Et puis, on va retrouver normalement voilà, le même article, Hierarchy is not a problem, mais formaté de manière différente, plus agréable à lire peut-être. Et du coup, tout ça, ça va être différentes interfaces sur un même réseau. On a à chaque fois les mêmes amis, les mêmes followers, les mêmes... voilà. On a un réseau commun et on construit des usages différents autour de ce réseau-là. Puis si vous voulez avoir un réseau différent, eh ben, vous créez un autre profil et du coup, vous séparez bien les deux. Un peu comme deux profils Chrome quand vous enregistrez dessus. Voilà, donc on a vraiment l'application et le réseau sont décorrélés. Hop. Voilà. Hop. Je crois que j'ai un peu d'avance. Il y a 15 minutes pour les questions. Si vous voulez me suivre sur Scuttlebutt, du coup, c'est... Je vous rassure, si vous le cherchez Antoine Cailly, normalement, il va vous trouver tout seul. Merci. Oui, merci. Bon, on va commencer par les questions d'infrastructure parce que, oui, si on cherche Antoine Cailly, on trouve, mais on n'a aucun signe que ça soit le vrai. Donc, est-ce qu'il y a un système de nommage de plus haut niveau au-dessus des clés publiques et relativement sécurisé? Parce que sinon, moi, je peux créer un compte où je dis que je suis Antoine Cailly. Oui. Alors après, du coup, ce qui va faire foi... Antoine Cailly, c'est mon surnom. Ce qui va faire foi, c'est la clé publique. Après, tout va dépendre de comment vous avez eu connaissance de moi. Si vous voyez que c'est via un ami, bah, vous pouvez vérifier que votre ami me suit bien. Si vous voyez que c'est par rapport à un événement, vous pouvez vérifier que c'est bien la même IP publique, clé publique qui est à l'origine de l'événement. Ça va dépendre. Mais il y a quand même l'identifiant qui fait foi, c'est la clé publique. Le reste, c'est que des surnoms. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est surtout qu'il y a une longue expérience des systèmes décentralisés où l'identité est une clé publique et que l'expérience prouve que c'est difficile à manier. WhatsApp a résolu le problème en disant on la change quand on veut, personne ne vérifie ou même notifié. Et il y a tout un tas d'intermédiaires entre WhatsApp où de toute façon c'est pas un vrai identifiant, il n'y a aucune vérification, et ceux où on vérifie. Et donc dans ce cas-là, on a un problème quand on a jeté son disque dur aux ordures. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment trouvé la solution idéale. Oui. La question de l'identité, de toute façon, on le voit. Moi, je vois plus passer de trucs côté blockchain, justement, pour ancrer dans le marbre des associations, des enregistrements d'identité, des choses comme ça. Ça va toujours être un truc, à partir du moment où il y a une indirection entre ce qui fait foi, la clé, et puis il y a un nom qu'on nous associe, bah, il va falloir vérifier cette indirection qui est faite. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait côté Scuttlebutt par rapport à ça, mais il n'y a pas non plus des millions d'utilisateurs. Peut-être que c'est un truc qui va devenir problématique à terme. Mais après, on pourra utiliser peut-être des solutions qui existent déjà à la Keybase, où on certifie via les réseaux sociaux ou des choses de ce type-là. C'est pas dans Scuttlebutt que c'est résolu, en tout cas. Je pense que si ça doit être résolu, ça utilisera des techniques à côté. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Juste pour effectivement rebondir sur ça, j'ai l'impression, ce que j'ai compris de ton talk, c'était effectivement sur un panel utilisateur assez restreint, même si on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs, et plus sur un cercle d'amis proches ou de connaissances proches, où effectivement ça serait beaucoup plus simple de trouver l'identité de la personne parce que c'est notre ami, et moins comme sur Twitter, Facebook ou autre, sur des personnages publics qui brassent des centaines de milliers de personnes, où ça serait dur
Ouais. de comparer ça Déjà chacun. parce que si on l'ouvre à un grand public, la plupart des gens ne vont pas aller vérifier si la clé C'est ça. publique Ouais, ça va vite correspond. être Clairement. le boxon. Du Ouais. coup, ma question, qui n'a aucun rapport avec ça, c'est la durée de rétention, enfin la rétention des données. On avait vu qu'il y avait des parties d'échecs, rejouées. En plus, c'est vraiment pas mal, je ne connaissais pas du tout. Elle est réglable au niveau du client, j'imagine. Ouais. Et est-ce que chaque client le permet? Enfin, des clients que tu as pu essayer, est-ce que tu t'es pas retrouvé embêté justement avec, je me retrouve avec des centaines de gigas de gigas et comment je vais les purger, où c'est comment tu maîtrises ta donnée qui est stockée? Alors, c'est pas encore hyper simple à configurer, mais il y a de la configuration pour limiter les données stockées, ne pas télécharger les blobs s'ils font plus de 5 mégas, par exemple, automatiquement, donc de vraiment attendre que l'utilisateur clique sur le truc. Il y a moyen, c'est à chaque application de proposer ces réglages, mais il y a déjà des choses qui existent. Ouais. Puis comme je disais, en fait, je ne me suis pas attardé dessus, mais on voyait, il y avait les blobs, il y avait l'index, et puis il y avait vraiment une petite partie de 340 mégas de mémoire. En fait, l'essentiel du profil, c'est vraiment ces 340 mégas. L'index, il peut être reconstruit à la volée, et puis les blobs, on peut tout virer. Il ira les rechercher s'il en a besoin. Mais finalement, pour 7600 utilisateurs, comme si on veut temporairement faire une sauvegarde, on n'a que 340 mégas, ce qui est quand même pas énorme. Merci. Ouais. Oui, donc merci aussi. Moi, je me demandais, au niveau protocole, comment ça se passe la détection de connexion? Donc, toi, tu es connecté, puis tu as un de tes amis qui va se connecter. Comment ton serveur se rend compte que cette personne-là vient d'arriver et qu'il va falloir mettre en place un échange de messages? Ça va être soit local, soit... donc en local, va y avoir du multicast DNS qui va permettre de faire apparaître comme par magie tous les gens qui sont connectés au même réseau local. Et puis sinon, ça va transiter par les pubs. Donc c'est localement, c'est un genre de bonjour, c'est ça. Coucou, je suis là. Bonjour, c'est un autre nom pour grosso modo la même chose. Et d'accord, sinon c'est un mécanisme centralisé basé sur les pubs, quoi. C'est ça, ouais. Ou alors c'est la clé USB, ou alors c'est une LAN, ou alors, enfin... Mais voilà, ça c'est centralisé dans l'usage, mais c'est pas centralisé... Enfin, on peut virer les pubs, ça marche toujours, quoi, par rapport au slide plus tôt. Par clé USB, par LAN, par Bluetooth, par... Avec la Nouvelle-Zélande, sans pub, oui, clairement. Après, il y a un projet sur l'appli mobile de table de hash distribuée, dont j'ai parlé un peu ce matin, qui permettrait du coup d'avoir une alternative au pub, un peu à la manière de BitTorrent, qui a un peu un fonctionnement similaire. Il a quelques trackers, et puis il a cette table distribuée qui permet aussi de retrouver les gens qui partagent. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Est-ce que c'est facile d'étendre, d'ajouter de nouveaux objets? On a vu des blog posts, des parties d'échecs. Est-ce que c'est assez facile de rajouter d'autres objets dans Scuttlebot? Alors, c'est facile dans le sens où c'est prévu pour. Il y en a régulièrement qui sont rajoutés pour un nouvel usage. Voilà, un mouvement d'échec, peut-être que ça nécessite d'être un type de message différent. Donc ce sera un message à chaque fois. En fait, on a chacun notre fil de message perso qu'on va synchroniser avec, et qu'on va entremêler avec la file de message des autres, quoi. Et donc ajouter un nouveau type de message, c'est faisable. Après, le standardiser pour que toutes les applis l'utilisent, si jamais elles veulent l'utiliser, bon, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est pareil pour toutes les autres technos. Merci pour la présentation. Une petite question au niveau des réseaux, du coup, parce qu'un utilisateur peut se connecter à un autre utilisateur sans aucun pub entre deux, ouais. Donc vraiment en direct. Tu as parlé de pub privé, si je ne me suis pas trompé, mais au final, si un utilisateur du pub privé se connecte à un autre utilisateur en dehors ou d'un autre pub privé, ça se répand et c'est plus du tout privé, non? Enfin, il n'y a pas de notion de réseau au final.
Non, très juste. Il y a un des utilisateurs là qui s'amuse un peu à essayer de découvrir. Il essaye d'être ami un peu avec tout le monde pour voir un peu l'étendue du réseau. S'il n'y a pas des communautés cachées, justement, essayer de les trouver. Et en fait, à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait des PC, des comptes qu'il avait utilisés en formation temporairement, qui étaient reliés à son réseau parce qu'en fait, il y en avait un qui avait dû, ou alors il avait dû lui-même le connecter au reste de son réseau, et du coup, il s'était rattaché, quoi. Donc, il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de barrière pour les empêcher de se rattacher. Si c'était ça ta question. Ouais, c'est ça. En entreprise, en fait, on ne peut pas avoir un réseau privé qu'on garantit être privé si jamais les gens en sortent, quoi. Non. Ok, Enfin, merci. on ne peut pas l'avoir. Tu vas pouvoir le gérer, mais via l'extérieur, quoi. Enfin, tu bloques par rapport à ton réseau dans l'entreprise, tu vas bloquer tel port, tu vas configurer les clients pour utiliser tel port et empêcher que ça sorte. J'imagine que c'est quand même possible. Dans les faits, en entreprise, ce genre de techno ne marche pas très bien parce que les proxys, ils ne laissent pas passer grand-chose. Déjà, merci. J'avais une question par rapport aux réseaux sociaux existants. On parle beaucoup de bulles filtrantes, du fait qu'on a finalement accès qu'à une partie du réseau, qu'on fait en sorte nous-mêmes parfois par rapport aux fake news ou à des choses qui ne nous intéressent pas forcément de mettre ostraciser une partie du réseau. Mais là, j'ai l'impression que c'est énormément le cas du fait qu'on peut bloquer une personne qui ça va bloquer les 3 personnes autour. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de rester dans sa communauté? Hyper enfin, j'imagine que c'est aussi le but du réseau, c'était l'idée de base de dire on va faire autre chose et on va voir comment ça peut marcher comme ça. Mais pour moi, c'est aussi une faiblesse qui peut apparaître. Il n'y a pas de mise en relation avec des gens qu'on n'aurait pas accès ou ce genre de choses. Je ne sais pas comment c'est géré en fait. En fait, je pense que c'est l'idée à la base derrière la suggestion de contenu, de faire sortir les gens de leur communauté pour leur faire découvrir des choses. Et finalement, c'est devenu un peu l'inverse, c'est que finalement, les contenus, c'était un peu toujours les mêmes, ceux qui faisaient le buzz, ceux qui faisaient un peu polémique et machin, et ça a recréé une sorte de communauté. Là, il n'y a pas de parti pris. Les gens, de toute façon, dans la vie, ont des communautés. Ils connaissent pas tout le monde. Ils ont déjà une sorte de communauté. Là, l'idée, c'était de recréer cette dynamique. Et plus généralement, d'un point de vue plus philosophique, en fait, le réseau, l'approche, c'est de déléguer pas mal de choses du côté humain, en fait. Tout ce qui est bloquer, suivre et tout. Enfin, il n'y a pas de mécanisme de modération plus que ça. Enfin, juste le blocage, mais voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est bon. Merci beaucoup. N'oubliez pas, quand vous sortez... J'ai plus de son, non? J'ai du son, là? 1, 2. J'ai plus de son. N'oubliez pas la sortie, la